Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme, heureux et en bonne santé. Alors on est le 1er janvier 2025, donc je profite de l'occasion pour vous souhaiter 12 mois de beauté, 12 mois de paix, d'apaisement, de gentillesse, de romance, de fortune, de bonne santé et puis de bonne compagnie. L'être humain est fait pour vivre en société et pour pouvoir vivre en société, il faut comprendre que on a besoin d'un peu de tout, d'accord, pour faire une société. Il faut qu'il y ait du plus, il faut qu'il y ait du moins, il faut qu'il y ait des gens scolarisés, il faut qu'il y ait des gens analphabètes, il faut qu'il y ait des gens à la hauteur, il faut qu'il y ait des gens minables. Il faut qu'il y ait des gens polis, il faut qu'il y ait des gens impolis, il faut qu'il y ait des gens très intègres et d'autres qui sont des manipulateurs, des gens déséquilibrés et tout. Donc on a besoin d'admettre. Alors admettre, c'est une leçon qui nécessite une grande expérience, qui nécessite un certain niveau de sagesse pour pouvoir d'abord comprendre c'est quoi admettre. La vie nous donne des leçons et il faut remercier la vie. Avant de démarrer 2025, je pense que c'est très important de remercier et de dire adieu à 2024, toujours dans la paix, toujours dans la joie, toujours dans la tolérance, toujours avec le pardon et avec le merci. Il faut apprendre à dire pardon et à dire merci à toutes les épreuves, à toutes les années, et à toute personne qui a pu laisser une trace dans notre vie. Les gens ne viennent pas par hasard, et d'ailleurs le hasard n'existe pas. Donc le hasard n'existe pas, c'est une question de rendez-vous, il n'y a que des rendez-vous, et tout ce qui nous arrive normalement, en principe, c'est n'allez pas nous rater. Donc, tout ce que vous avez vécu, n'allez pas vous rater. Vous n'avez pas commis des bêtises, vous n'avez pas commis des erreurs, vous n'avez rien à regretter, vous avez vécu votre destin. Et moi aussi, j'ai vécu mon destin. D'accord ? Alors, je dis ça parce que je l'ai découvert et parce que je l'ignorais. Ok, on peut apprendre des choses, on peut lire des choses. Des fois, on lit quelque chose dans un livre et ça fait un déclic dans notre tête. Mais on découvre que à chaque fois qu'on passe par une épreuve, on comprend autrement cette leçon qui a été déjà lue il y a bien longtemps. Donc, plus je vide une épreuve, plus je surmonte un obstacle, plus je comprends que je l'ai compris autrement. Il y a plusieurs façons de comprendre la même chose. Il y a plusieurs niveaux de comprendre la même chose. D'accord ? Vous avez par exemple compris que c'est difficile de perdre son papa, mais le jour où vous allez perdre votre papa, vous allez le comprendre autrement. Et le jour où votre fils va perdre son papa, vous allez le comprendre autrement. Et le jour où votre petit-fils perd son papa, ou perdra son papa, vous allez le comprendre autrement. Donc on continue à apprendre. Alors, puisque c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, en parallèle, apprendre à admettre. Admettre, c'est la première clé. Si je n'admets pas, c'est-à-dire que j'ai choisi les noyades successives dans la déception, dans la paralysie. Et quand je dis paralysie, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir mouvoir et vous n'allez pas pouvoir passer à l'action. Donc, quand je dis paralysie, c'est-à-dire que c'est terminé. D'accord ? Donc, si vous cherchez la paralysie, je vais vous donner quelques moyens ou quelques voies. Comme ça, vous pouvez les éviter. D'accord ? La paralysie est garantie par certains sentiments qui sont très méchants, qui sont injustes. Et voilà pourquoi il faut apprendre à dire pardon à moi-même. Alors, la paralysie dans laquelle on peut tomber, c'est dû soit au sentiment de culpabilité,
les gens qui ne cessent pas de se sentir guilty, les gens qui ne cessent pas de se sentir coupables. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors là, je vais devoir ouvrir une toute petite parenthèse pour dire aux gens que même si j'étais coupable, même si j'ai commis une bêtise, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de regretter. Regretter, ça veut dire quoi? Regretter, c'est s'asseoir, c'est faire une consultation, c'est discuter, c'est prendre un petit bout de papier ou son carnet intime ou son journal intime. Alors donc je vous invite s'il vous plaît à reprendre les habitudes de nos grands-parents. Le journal intime, ou de nos parents, ou de nous-mêmes. Moi, je suis née en 1988 et les gens des années 80, mais vraiment ce sont des gens qui avaient des habitudes juste magnifiques. Ben, je suis très reconnaissante à mes parents, à mes grands-parents et puis à mes instituteurs qui ont pris soin de nous et qui ont inculqué des choses qui sont très très importantes dans la vie, comme le journal intime. Et une fois devenue doctoresse, et après avoir fait plusieurs séances de thérapie dans le sens de développement personnel depuis bien longtemps, j'ai remarqué que ce qu'on avait l'habitude de faire en tant qu'enfant, actuellement, c'est devenu une thérapie. Il y a mon thérapeute qui me dit « écrire est une thérapie » et il a parfaitement raison, je le remercie d'abord. Et puis je lui souhaite une bonne année. Écrire est une thérapie, mais écrire il y a bien longtemps, c'était une habitude. C'était quelque chose de très normal, on n'avait pas besoin de payer, on n'avait pas besoin de prendre la queue, on n'avait pas besoin de prendre un rendez-vous, on n'avait pas besoin de faire des thérapies pour comprendre que écrire est une thérapie. Donc on avait des thérapies, mais actuellement, on a laissé tomber des choses qui sont juste parfaites et thérapeutiques et bonnes pour la santé. Pourquoi? Parce qu'on est déboussolé. Par quoi? Par les smartphones. On a perdu le repère, on a perdu la boussole. On a toujours la montre, mais on a perdu la boussole. Alors, en plein désert, lorsque vous avez une montre qui marche à fond, avec un système d'alarme, tout ce que vous voulez, horloge, tout ce que vous voulez, alors on peut faire vite avec la montre. Mais où aller? Alors c'est ça la bonne question. Où aller? Alors, ça je l'ai lu dans un très beau livre, un des best-sellers de Stephen Covey, qui s'appelle First Things First, ou en français Priorité aux priorités, où il parle de la boussole et de la montre. Donc, je pense que ça n'a aucun sens de faire vite quand on n'a pas de boussole. Par exemple, vous venez à Boujdour ou à Dakhla, au Sahara, au sud du Maroc. Je vous invite par exemple à faire une excursion en plein désert. Et si on n'a pas de boussole, bien sûr ici on a des guides et on peut très bien, on apprend, nous ici au Sahara, on apprend à se repérer rien qu'en se basant sur la nature. Par exemple, durant la journée, on a des moyens qui nous montrent il est où le nord, il est où le sud. Mais durant la nuit, on compte sur les étoiles et tout pour pouvoir bien se diriger. D'accord? Mais prenons l'exemple, par exemple, d'une personne qui n'a que sa boussole. Alors, si cette personne a une montre qui marche bien, mais elle n'a pas de boussole, vous pouvez faire vite. Vous pouvez même avoir des applications pour pouvoir vous aider à faire trop vite. Genre, vous allez calculer les pas, vous allez multiplier la longueur ou la distance, entre des pas par multiplier cette distance par le nombre de pas. Vous allez pouvoir, par exemple, faire des comptes. Genre, vous allez dire 20 pas équivaut, je sais pas moi, 20 mètres. Donc tout ça c'est bien. Tout ça ce sont des innovations, des créations, des évolutions, de l'intelligence. Tout ça c'est bien. D'accord? Mais toutes ces techniques et toutes ces applications qui vont vous permettre de faire vite, de calculer les pas, de calculer le nombre de mètres et tout, mais sans boussole, où est-ce que vous allez? Peut-être que vous allez vous allez vous perdre en
en plein ouest alors que vous devez partir vers le nord. Donc, je pense que l'idée est claire. La montre est importante, mais sans boussole, la montre, des fois, elle ne sert qu'à nous faire perdre. D'accord? Donc, plus je fais vite, dans le mauvais sens, plus je me perds et plus je crée un retard. D'accord? Alors, les smartphones, ils ont fait ça. Grâce au smartphone, qu'est-ce qu'on fait? On a des moyens de prendre des notes sur notre smartphone, mais on n'est plus concret, on n'est plus authentique. Par contre, ce que nous avons, merci, ce que nous avions comme thérapie, c'est l'écriture. On avait des carnets intimes, des journaux intimes. D'accord? Alors, je vais vous dire quelque chose de très 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 beau. On a dit que des fois, on apprend quelque chose, on le comprend, mais la vie nous donne des cadeaux, nous donne des épreuves. Le cadeau, ça peut être un problème, ça peut être une difficulté, ça peut être un divorce, ça peut être un manipulateur ou bien une perverse narcissique. Ça peut être une mère perverse narcissique, ça peut être des parents toxiques, ça peut être un conjoint qui est très très pervers et qui est manipulateur. Ça peut être quelqu'un que tu aimes, que tu as aimé de tout ton cœur et après vous avez remarqué que cette personne n'est là que pour profiter de vous, de votre argent, de votre pouvoir, de vos connaissances, de votre agenda, de vos entre parenthèses pistons, de votre corps. Alors, ça fait mal. Toute chose qui fait mal est un cadeau du ciel. Et quand quelqu'un te donne un cadeau, normalement tu dois le remercier. On ne jette pas des cadeaux. On ne pleure pas quand on reçoit des cadeaux, on ne pleure pas. Imaginons que quelqu'un vous a offert, par exemple, un parfum. Parce qu'il me reste une goutte dans un parfum que j'aime beaucoup. Et puis voilà, j'ai pensé au parfum parce que ça a traversé mon esprit en premier. Bon, imaginons que quelqu'un t'a offert un parfum. Et ce parfum, tu l'aimes très fort. Donc automatiquement, je vais être heureuse. Je vais sourire. Je vais embrasser cette personne. Je vais la serrer. Ou bien, si je ne peux pas la serrer, au moins je vais la remercier. Ou serrer sa main. Ou ne pas la toucher, mais vraiment, ça va me faire très très plaisir. D'accord? Croyez-moi, les épreuves qu'on surmonte et les problèmes qu'on affronte et les difficultés qui nous choquent sont des cadeaux. Sont des cadeaux, sincèrement. Moi, j'ai remarqué un truc. Je ne me suis jamais sentie si forte qu'après avoir pu admettre. Avant de surmonter, il faut admettre. C'est très important de faire très attention à la chronologie des choses. Alors ça également, je l'ai lu il y a bien longtemps dans un best-seller qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. C'est un livre. Bon, apparemment il y a un grand livre et un petit livre. Moi, je n'ai acheté que le petit. Et j'ai lu une partie où l'écrivain a parlé de combien c'est important d'admettre avant de décider de changer quelque chose. Alors je commence toujours par admettre. Et il a dit que pour admettre, je n'ai pas besoin de 30 minutes, je n'ai pas besoin de rester quiescent et au repos et figé si vous voulez pendant très longtemps, mais il faut admettre, même une seconde, même 30 secondes, même une minute. Et après, je peux faire ce que je veux. D'accord? Admettre une seconde. Par exemple, votre fils a été agressé. J'admets une seconde et après, je peux le défendre.
pardon, je dois normalement le sauver rapidement, mais admettre une seconde. Et après, je vais le défendre juridiquement. Je vais appeler la police, une seconde au moins. Parce que même dans ma tête, même si je suis en train d'agir, mais dans mon cœur, je dois admettre. Alors, quelle est la différence? Il y a des gens qui se disent, moi par exemple, il y a bien longtemps, si quelqu'un, quand j'étais par exemple encore gamine, alors si tu me dis, ou adolescente, si tu me dis il faut admettre, ben, je vais me dire que peut-être que tu n'es pas normal. Parce qu'on n'admet pas tout ce qui est inadmissible. Mais maintenant j'ai 36 ans, je pense qu'il faut toujours admettre. Il faut toujours dire merci. C'est bizarre ce que je dis. Chez nous les musulmans, c'est la règle. Mais avec un esprit sportif, je veux vous dire quelque chose. Parce que c'est grâce à la médecine, 5 étoiles, c'est grâce à ce type de thérapie professionnelle. Hein, parce qu'au Maroc, apparemment, il y a des cocktails, des gens qui veulent traiter, des ignorants qui veulent traiter. Ils se nomment coach et ils ne font que des catastrophes. Sincèrement, avec tous mes respects, mais si vous êtes un ignorant, vous devez admettre, vous aussi, vous devez commencer par admettre que vous êtes des ignorants. C'est très important. Lorsque je dis la médecine 5 étoiles, je ne parle pas des coachs du tout. Je parle des gens qui ont passé des années dans le travail, dans l'apprentissage, dans l'enseignement, dans la découverte et dans le traitement. Un psychologue qui a passé une vingtaine d'années dans le travail, dans les patients. Il a un agenda de gens qui sont vraiment devenus très 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 évolués, qui sont devenus les meilleures versions d'eux-mêmes. Alors ça, c'est un psychologue que j'applaudis très fort et il mérite un salut militaire. Un hypnothérapeute qui a des résultats de ouf, un hypnothérapeute qui a fait sortir des gens, des monstres dans le bon sens, c'est-à-dire des monstres en matière de confiance en soi, des monstres en matière de gentillesse. Parce que plus on est confiant, plus on est gentil, et plus on est doux, et plus on est calme. Et plus on est très très, très tolérant. Moi j'ai remarqué ça en moi. Et je le partage avec vous, comme ça, pour que vous soyez tranquille, et pour que vous sachiez que... Veuillez m'excuser s'il vous plaît, j'avais un contrôle, un patient qui a appelé pour des informations. Alors est-ce que vous arrivez toujours à m'entendre maintenant? Veuillez m'excuser s'il vous plaît parce que je n'ai pas permis aux gens non abonnés de commenter parce que j'avais quelque chose de très important à partager. Et quand on veut donner quelque chose d'important, il faut mettre en sourdine toutes sortes et toutes sources
de déconcentration, de déstabilisation. Moi, j'avoue, avec un esprit sportif, que les commentaires des gens me perturbent et je n'ai pas encore l'immunité pour ne pas être perturbée par les commentaires de certains éléments, d'accord? Certains éléments que moi je considère comme des enfants, d'accord? Alors, parce que plus on arrive à un certain niveau de tolérance, plus on apprend à considérer toute personne méchante comme étant un enfant. Vous êtes tous des enfants d'ailleurs. Alors pourquoi j'ai décidé de ne plus permettre aux gens de commenter? Il faut passer par une sorte de douane si vous voulez pour pouvoir commenter. Tout simplement parce qu'il y a un proverbe américain qui dit If you are good at something, never do it for free. Si tu sais faire quelque chose, tu fais bien quelque chose, ne le fais pas gratuitement. La gratuité, ça garantit la dévalorisation. Bon, ça c'est la règle. La gratuité garantit la dévalorisation. Je n'ai jamais vu une AMG gratuite. J'ai jamais vu une Porsche Cayenne gratuite. J'ai jamais vu une parure en diamant gratuite. J'ai jamais vu une Maserati gratuite. Alors pourquoi? C'est quoi le point commun entre toutes ces voitures? Eh bien, tout simplement, c'est la valeur. La maison Mercedes, elle sait très bien qu'elle a quelque chose de valeur. Voilà pourquoi elle ne donne pas des voitures gratuitement. Et la maison Mercedes, elle a payé pour acheter de la matière première et elle paye des gens qui travaillent. Donc, du coup, elle sait très bien qu'elle a mérité ce qu'elle fait. Et ce qu'elle gagne. D'accord? Des fois, on ne fait pas les choses gratuitement, mais on donne l'impression que c'est gratuit. Par exemple, moi, j'ai jamais fait quelque chose gratuitement. Quand j'ai animé des lives, c'était parce que je voulais faire une recherche, une étude, une découverte ou des découvertes. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Beaucoup plus que j'imaginais et ce que j'envisageais. Et de deux, quand on fait quelque chose gratuitement, c'est pour être récompensé par le Dieu. Donc, finalement, il n'y a rien de gratuit. Je fais quelque chose pour que Dieu soit satisfait. Et c'est comme si on donne de la charité. Et c'est comme si on cherche la bénédiction. Et c'est comme si on cherche de l'énergie. Parce qu'il y a de l'énergie. On touche cette énergie. Quand tu donnes, tu reçois de l'énergie. Quand tu offres, tu reçois de l'énergie. Quand tu partages, ce que tu as se multiplie. Ça, c'est vrai. Donc finalement, il n'y a rien de gratuit. Mais quand vous permettez aux gens d'accéder à votre bulle et de pouvoir vous adresser la parole, et là, c'est comme si vous vous mettez nu dans un marché, dans un souk hebdomadaire, et tout le monde vient. Il y en a qui viennent pour vous embêter, vous violer, vous toucher, vous embrasser, vous taper, vous frapper. Alors se mettre nu, permettre à n'importe qui d'accéder à votre bulle, c'est se sortir nu. Vous êtes la seule personne fautive. Limitez l'accès. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est chercher les gens de qualité. Voilà, donc toute cette présentation, c'était une préparation à votre esprit et à votre âme et à votre intelligence. Parce que ce sont les plus intelligents qui souffrent. Ce sont les plus intelligents qui sont toujours en doute. C'est votre intelligence qui vous a poussé à souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a 9 types d'intelligence. Et au lieu de développer ces 9 types d'intelligence, il y a des gens qui ignorent leur présence, leur existence. Il y a même des instituteurs et des professeurs qui insistent toujours sur
un ou deux types d'intelligence et juge les enfants et les élèves comme étant intelligents ou, entre parenthèses, stupides, alors que c'est pas vrai. Il n'y a personne qui est stupide dans ce monde. Personne n'est stupide, imaginez. Il n'y a personne qui est stupide. Vous n'êtes pas stupide. Vous avez été manipulé, vous n'êtes pas stupide. Vous avez été maltraité, vous n'êtes pas stupide. Vous vous êtes senti naïf, vous n'êtes pas stupide. Vous avez été bienveillant avec quelqu'un qui est très méchant, vous n'êtes pas stupide. Vous avez pardonné plus qu'il le faut, vous n'êtes pas stupide. Vous êtes intelligent, ça s'appelle l'intelligence. La bienveillance, c'est de l'intelligence. Pouvoir pardonner à plusieurs reprises, c'est de l'intelligence. Oublier rapidement ce qui est positif, ce qui est négatif, ce qui est méchant, c'est de l'intelligence. C'est une qualité. D'accord ? Tout ça, ce sont des qualités, ce ne sont pas des défauts. Mais comme je le dis toujours, toute qualité sans protection est un danger. D'accord ? Toute qualité sans protection est un danger. Je m'explique. Par exemple, toute qualité sans protection est un danger. Par exemple, vous êtes une personne bienveillante, généreuse. Alors, quand on dit que vous êtes une personne généreuse, je ne parle pas de l'argent. Je ne parle pas uniquement de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est concret, de tout ce qui est touchable. Mais quand je dis que vous êtes une personne généreuse, peut-être que vous êtes bienveillante. Alors, être généreux dans le monde de la bienveillance, c'est être bienveillant avec quelqu'un qui ne mérite pas votre bienveillance. Ou bien votre bienveillance est mal comprise. Ou bien votre bienveillance est nocive. Alors là, je vais devoir vous donner quelques exemples. On a dit que la bienveillance est une qualité et toute qualité sans protection est un danger. Alors, et on a dit que des fois, votre qualité est très nocive pour l'autre personne. Tu m'expliques. Moi, j'ai déjà traité plusieurs personnes qui ont souffert de leur bienveillance. Exemple, vous êtes bienveillante avec une amie. Et cette amie, elle vient fréquemment chez vous. Et quand on vient fréquemment chez quelqu'un, quand on le visite fréquemment, on s'habitue à le voir, voilà, et on prend une certaine aise, un certain confort. D'accord ? L'aise et le confort. Et on sort de notre zone de confort et on se sent libre et on se sent décontracté. Et il y a votre copine qui vient chez vous tous les jours, pratiquement tous les jours. Donc là, on va ensemble suivre un cas qui est très fréquent, c'est cette bienveillance excessive avec les invités et avec les amis. D'accord ? On va prendre un seul exemple et on peut très bien l'appliquer sur d'autres exemples. C'est à vous de faire ça avec votre médecin. Ne le faites pas tout seul. Essayez toujours d'avoir quelqu'un à vos côtés, un professionnel de santé, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychique, mental, spirituel, ce que vous voulez. Mais restez loin des gens qui n'ont pas fait des études. Les gens qui ont fait une formation de 2 mois et après ils osent traiter des gens qui ont des problèmes de santé qui durent plus de 20 ans, 30 ans, je pense que c'est honteux. Hein. Ça, c'est la honte. Wallah, c'est la honte. Une personne qui a étudié 6 mois. Vous avez étudié 6 mois et vous voulez aider un directeur, un responsable commercial à gérer sa vie. Mon Dieu, mais c'est la cata. Vous avez fait des études de 6 mois, une formation de 3 mois de coaching et vous voulez accompagner une personne qui a une dépression grave tout en demandant à la patiente d'arrêter de prendre le traitement pharmacologique et l'exposer au risque de suicide. Ce n'est plus dangereux ça, mais c'est devenu carrément un crime. Exposer les gens au danger de décès. Oh.
Quelle audace. Quelle audace. Vous avez fait des études de 2 mois, 3 mois, et vous osez traiter un homme âgé de 50 ans, homme d'affaires, qui a bien réussi sa vie, qui est capable de gagner des milliards. Je me demande quelle audace. J'ai bien envie d'avoir une idée sur le supermarché d'où vous achetez cette audace. Et cette pseudo confiance en soi. C'est pas de la confiance en soi, non, c'est de la pseudo confiance en soi. Vous avez fait des études de 2 mois, 3 mois de coaching à distance. Vous êtes inscrit dans une université qui se situe dans un autre continent, ou dans un autre continent. Vous avez payé par votre PayPal, votre carte bancaire, votre compte bancaire. Vous avez reçu votre diplôme par voie postale et vous osez dire en live, en direct: bonjour, je suis un thérapeute, je traite les gens qui sont malades et qui ont des difficultés familiales, des difficultés de communication conjugale, des difficultés de communication corporelle. Ah, mon Dieu. Communication corporelle, mais de quoi est constitué mon corps? D'abord, est-ce que vous avez étudié ça? Vous ne connaissez même pas le nom des os. D'accord? Le nom des os. C'est quoi? Un fémur. D'accord? C'est quoi un sternum? Les muscles, vous ne connaissez pas le nom des muscles. Vous ne connaissez pas le nom des glandes. Vous ne connaissez pas le nom des précurseurs des hormones. Vous ne connaissez pas la vascularisation des parties intimes. Vous ne connaissez pas l'anatomie des structures intimes. Par exemple, lorsque vous invitez les gens à faire de la sodomie, vous voulez traiter par exemple de la communication corporelle entre deux personnes qui sont en couple. Le patient vous pose une question: est-ce que moi je veux par exemple faire la sodomie ou la pénétration anale, et l'autre vous dit non, je ne veux pas. Il y a un qui est musulman, bon, les deux sont musulmans, il y a un qui ne connaît pas la loi musulmane ou les recommandations en islam, d'autres qui ne veulent pas les respecter, et ils croient que c'est de la tolérance, comme quoi vous êtes un musulman, je suis une musulmane, et vous devez accepter que moi je veux faire la sodomie, et que vous êtes un partenaire, vous êtes une partenaire et vous n'avez pas le droit d'empiéter sur ma personnalité, sur ma liberté individuelle, alors que le problème n'est pas en rapport avec tout ça. Le problème est en rapport avec l'anatomie. Le problème est en rapport avec la physiologie. Le problème est en rapport avec les conséquences physiques. La religion des gens ne nous intéresse pas. Mais la sodomie est nocive pour l'anus de la dame. Donc, il ne faut pas être nocive ou nocif dans une relation. Vous avez fait des études de coaching pendant 2, 3 mois, 4 mois. Vous avez étudié quelques livres. Vous êtes parti peut-être 2 mois aux États-Unis. Vous croyez que les États-Unis, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Nous, on apprend de l'école américaine et de l'école française. Et dans chaque pays, par exemple, aux États-Unis, il y a des gens qui font de la sodomie, qui la défendent, et d'autres qui ne la défendent pas. Il y a des médecins aux États-Unis qui font des chirurgies esthétiques qui ne sont pas acceptées, par exemple, en islam, et d'autres médecins américains qui ne sont pas des musulmans, qui sont contre. En Allemagne, par exemple, dans l'école allemande, il y a des médecins qui peuvent faire un curetage ou un avortement provoqué, et d'autres qui sont contre l'avortement. En France, quand on pratique en France, en tant que gynéco-obstétricien, le médecin français, purement français, qui n'est pas musulman, qui n'est pas arabe, qui n'a jamais été, il a le droit de dire non à une dame qui ne veut pas garder son enfant. Sans raison. Il a le droit.
Pourquoi? Parce qu'il a un sens d'humanité, il a un cœur qui bat, et quand son cœur lui dit n'arrêtez pas cette grossesse, il faut respecter le cœur du médecin français, exerçant en France. Alors ça c'est la médecine, ça c'est la vérité, ça c'est la science. Donc lorsque quelqu'un vient vous dire, alors ça c'est très surprenant ce que je vais dire maintenant, mais chez nous les arabo-musulmans, quand quelqu'un part à l'étranger et vient, il croit qu'il a raison à 100%. Et les gens croient qu'il a raison à 100%. Donc pour manipuler les gens, c'est très simple. Genre, tu lui montres par exemple une photo d'un week-end, d'un séjour ou d'un Noël que tu as passé à l'étranger, et après il va suivre tes pas comme si c'était de la Bible, hein, ou bien du Coran. Alors que nous, quand on a étudié que la sodomie est nocive pour la santé, c'était pas des musulmans qui nous ont enseigné ça. C'était des athées, c'était des catholiques, c'était des juifs. On n'a pas appris ça des musulmans. Donc c'est bien loin de la religion. Donc vous, pauvre coach qui a fait 2 mois, 3 mois de formation, lorsque vous osez faire l'éducation sexuelle à un couple, nous les médecins, on traite vos bêtises. Par exemple, on reçoit une dame qui a une incontinence anale. C'est-à-dire quoi une incontinence anale? C'est-à-dire je suis assise par exemple à cause de la sodomie, à cause de la pénétration anale. C'est-à-dire que la dame elle est assise comme ça, elle tousse, ok, elle tousse, il y a du caca, des selles qui sortent de son anus. Donc la dame a un problème d'hygiène. Et quand ça sort, ça sent mauvais. C'est disgracieux, c'est parasitant, c'est handicapant. Donc, cette dame me dit, docteur, je fais de la sodomie parce qu'il y a un coach ou une coach qui m'a dit que c'est pas grave, qu'on a le droit de le faire. Et la coach, elle est bien civilisée, elle est bien cultivée, elle a fait des études à l'étranger, ou je sais pas moi, ou elle a fait des études par correspondance. Et la coach m'a dit que pour éviter le problème d'infection, on peut mettre un préservatif masculin, c'est-à-dire le monsieur va mettre un préservatif masculin, et quand on va faire le rapport, on peut utiliser des lubrifiants. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre de laisser la voix normale, et la voix safe, et la voix anodine, et chercher à camoufler et à maquiller une autre voix. Donc si on lui dit, par exemple, si on lui dit que y a une source d'infection, on met la capote, on met le préservatif masculin. Si on lui dit que ça fait mal, bon, on lubrifie, on utilise des pommades, des huiles essentielles, et puis on pénètre le derrière. Et après, la dame, elle garde des séquelles, des conséquences. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette dame qui a toujours des selles dans sa culotte? On fait quoi? Est-ce que la coach peut vous sauver? Non. Est-ce que la coach peut vous faire une opération? Non. Elle n'a pas le droit de faire des opérations. 2 personnes peuvent faire des opérations. Le gastro-hépato-entérologue ou le proctologue, c'est-à-dire gastro, donc une spécialité médicale avec les chirurgies, certaines petites chirurgies, ok, dans du tube digestif ou de l'appareil digestif. Et puis le viscéraliste ou le médecin spécialiste en chirurgie générale. Donc la coach, elle te crée un problème et après, elle est incapable de gérer les conséquences. Vous partez voir la coach, elle vous dit, faites la sodomie, utilisez des préservatifs, utilisez des lubrifiants. Et après, quand vous avez une incontinence, vous avez perdu cette étanchéité du sphincter anal. Donc le sphincter anal ne se ferme pas. Le caca sort. Donc si vous toussez, hop. Si vous êtes constipé, hop. Des fois sans faire aucun effort.
c'est ouvert, c'est H24 ouvert. C'est comme la porte des urgences. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Donc vous allez avoir un anus qui est ouvert 24 heures sur 24, qui est décontracté, qui est ouvert. Pourquoi les coachs vous dites ça? Pourquoi vous parlez de la sodomie? Pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi vous parlez de l'éducation sexuelle alors que vous n'avez jamais connu l'appareil génital? Voilà pourquoi moi j'applaudis fortement les psychologues, parce que ce ne sont pas des médecins, mais ce sont des gens qui ont travaillé avec des médecins, qui ont passé des stages à côté de nous dans le centre hospitalier universitaire, dans le centre de psychiatrie. Ils ont appris des professeurs de médecine et ils ont étudié comment respecter leurs limites. On collabore, les thérapeutes également, on collabore. On est une équipe. Mais si vous voulez tout faire alors que vous avez étudié, mais c'est anormal. Mais c'est anormal de faire le travail d'un chirurgien alors que vous êtes un coach. C'est un chirurgien ou un médecin qui peut vous expliquer en prenant un stylo et un bout de papier et dessiner. On a appris à dessiner l'anatomie et tout. On peut dessiner un anus, on peut dessiner un pénis, on peut dessiner le sphincter anal, tout ce qui est volontaire, tout ce qui est involontaire. On peut expliquer aux gens tout ce qui est pression et comme ça le patient va comprendre pourquoi oui ou non. Pourquoi oui et pourquoi non. Mais est-ce que vous, dans le coaching, pendant 3 mois, vous avez étudié ça? Donc, si vous ignoriez tout ça, eh ben, je suis là pour vous. Moi, je n'ai rien contre vous, mais je suis en train de faire de la sensibilisation. Et c'est ma conscience qui me pousse à faire ça. Soyez, s'il vous plaît, honnête avec vous-même. Vous invitez tout le monde, vous encouragez tout le monde et vous sensibilisez tout le monde pour qu'il ait de la confiance en soi, mais à commencer par vous-même. Essayez d'avoir de la confiance en soi. Restez loin des problèmes de santé physique. Ne causez pas un problème physique aux gens vulnérables qui vous sollicitent. Voilà, donc je suis arrivée à la fin, j'ai un rendez-vous tout de suite. Voilà pourquoi je vais devoir vous dire au revoir. Pour la rediffusion, elle sera, Inch'Allah, enregistrée sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, Dr Asma Amdouni. Et pour les consultations à domicile et à distance, je les fais pour les gens qui ne vivent pas à Pouchto, par rendez-vous sur www.docexpress.ma. C'est la seule façon de communiquer avec moi. Donc si vous tombez sur un faux compte qui met mon nom ou mes vidéos, donc je vous prie de bien vouloir rester à l'écart et rester sur vos cartes. Ne communiquez pas en privé sur les réseaux sociaux avec moi. N'achetez aucun produit qui porte mon nom parce que je ne fais la publicité à aucun produit. Surtout les produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, médicaux et tout. Ça, c'est déjà interdit par la loi partout dans le monde. Et très bonne année 2025. Avec les gens de qualité uniquement. Les gens qui ne sont pas de qualité, on leur souhaite tout le bonheur. Mais je pense que c'est le temps pour pouvoir assurer un certain dépoussiérage.